E allora si è voltato improvvisamente, la gente che era lì ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Si è voltato improvvisamente, la gente che era lì ha detto: la gente che cosa dice che io sia? Chi dice che io sia? E voi chi dite che io sia? Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo. Buongiorno. Bonjour et merci d'être ici. Merci aux nombreuses personnes qui nous suivent en streaming à travers les différentes plateformes qui diffusent cette rencontre en ce moment. Cette rencontre est intitulée « Des hommes d'honneur aux hommes d'amour ». Ce sont des expressions que le pape François a utilisées en 2018 à l'occasion de la messe pour la mémoire liturgique de Dom Pugliese. Ce sont des mots qui décrivent un itinéraire, un parcours des hommes d'honneur aux hommes d'amour. Un itinéraire qui est rendu possible par la rencontre avec l'expérience chrétienne, qui se révèle bien souvent un facteur de nouveauté paradoxale, par laquelle un drame vécu, une blessure vécue, peut être à l'origine d'un parcours de pardon, de conversion, et même d'une conscience plus précise de sa propre mission face au monde et face aux personnes rencontrées dans l'exercice des responsabilités professionnelles. Nous allons l'entendre au cours de cette rencontre. Je ne veux pas enlever trop de temps à la voix de nos précieux invités qui ont accepté notre invitation. Et donc, je voudrais les présenter rapidement et les remercier pour la disponibilité qu'ils ont eue de nous offrir leur témoignage. D'abord, Valerio Montalbano. Il est le fils du docteur Giuseppe Montalbano, qui était un médecin de Campo Reale en Sicile. Et ce docteur a été tué en 1988 sur l'ordre de Giovanni Brusca. Je remercie aussi Domenico Pace, qui est en liaison avec nous depuis la prison de Sulmona. Et que beaucoup d'entre vous doivent se rappeler parce que c'est l'auteur de la lettre adressée au Saint-Père qui se trouvait à la
à la fin du parcours sur le juge Levatino qui était présente l'année dernière au meeting de Rimini. Et à ce propos, je voudrais remercier aussi toutes les autorités compétentes, l'administration pénitentiaire qui a rendu possible cette liaison vidéo. Et puis, je voudrais aussi dire qu'il y a des temps d'organisation qui ne perdront pas à Domenico Pace de rester avec nous pendant toute la rencontre. Je remercie aussi Lia Sava, qui est procureur général de la Cour d'appel de Palerme en Sicile. Domenico Airoma, qui est procureur de la République d'Avellino et qui est directeur adjoint du Centre des études du juge Livatino et qui a été l'un des promoteurs de l'exposition que nous avons faite l'an dernier ici au meeting sur le juge Livatino. Donc il est un peu chez lui ici. Et enfin, l'avocat Paolo Tosoni, qui est un avocat pénaliste de Milan. Et je crois que beaucoup d'entre nous le connaissent. Je remercie tout particulièrement, pour finir, l'avocat Fabio Pinelli, qui est président adjoint du Conseil supérieur de la magistrature et qui est ici parmi nous dans la salle et qui interviendra en conclusion de cette rencontre. Pour entrer tout de suite dans le mérite du sujet, je donne la parole à Valerio pour son témoignage. Avec un peu d'émotion, je crois. Pronto? Già acceso. Benissimo. Alors, je ne peux pas commencer sans remercier la Fondation Meeting et surtout Salvatore qui a voulu ma présence ici et qui m'a donné la possibilité de raconter cette histoire. Je vous raconterai une histoire. Donc, en ce vendredi après-midi du 18 novembre 1988, j'étais tellement occupée à monter l'estrade et les lumières pour la fête de début d'année de l'université que seulement vers 17h, je m'étais rendu compte que j'avais sauté le déjeuner. Le matin, j'avais fait 2 heures de leçons de technologie mécanique et des théories des systèmes. Et à midi, j'étais déjà prêt à décharger la camionnette transportant le matériel nécessaire à l'installation de la scène. Tout devait être prêt vers 19h pour laisser le temps au groupe musical de tester les instruments, les lumières et l'amplification. Snyder avait préparé, comme d'habitude, une entrée triomphale comme un véritable acteur de théâtre. Et on avait répété tellement peu de fois que seulement grâce à une intervention divine, tout aurait pu fonctionner. Et c'est peut-être justement par une intervention divine qu'à 19h, tout était prêt. La fête pouvait donc commencer. Le soir avant, j'étais restée avec Dario chez moi à parler jusqu'à tard le soir de nos aventures sentimentales. Ça faisait au moins 6 mois qu'on ne se voyait pas parce qu'il était parti faire son service militaire. Tout était prêt et maintenant, la fête devait commencer. On ne pouvait plus attendre. Les gens arrivaient à flot et moi, j'étais à semi-cachée derrière l'estrade, prêt à commencer. Mais contrairement à notre planning initial, je vois Snyder qui se plante en plein milieu de la salle et je n'ai même pas le temps de penser « mais qu'est-ce qu'il fout ?» que je vois arriver tels 2 rhinocéros vers moi, Gaetano et Dario, qui me soulèvent et me disent « il faut absolument qu'on y aille ». Ils étaient trop sérieux par leur regard pour que je puisse penser qu'ils étaient en train de me faire une blague. Leur expression me mettait presque crainte, au point tel que je n'arrivais pas à me demander qu'est-ce qui s'était passé. Ils m'ont amené dans la cour où était la voiture de Gaetano. Et pendant ce bref trajet, j'ai essayé de formuler toutes les hypothèses de ce qui pouvait s'être passé et qui justifiait une telle détermination. Peut-être que quelqu'un avait eu un accident avec ma voiture, ou peut-être ils avaient volé ma voiture, ou peut-être je devais juste prendre mon courage à 2 mains et demander « mais qu'est-ce qui se passe ?» Gaetano, avec une voix faible, tremblante, m'a dit « il faut qu'on aille à Camporeale parce que ton père a eu un malaise ». Mais juste avant de rentrer dans la voiture, avant même que j'eus le temps de formuler d'autres hypothèses sur les malaises qui pouvaient avoir touché mon père, Dario me prit par les mains, me regarda dans les yeux et me dit « non,
Je ne peux pas me moquer de toi. Je dois te le dire, ton père n'est plus. Ils lui ont tiré dessus. L'obscurité. Pour arriver à Camporeale en partant de l'université de Palerme, même ceux qui ne connaissent pas la route emploient au maximum 50 minutes. Pour ma part, ce voyage a duré peut-être 3 heures ou peut-être que 2 minutes. J'avais perdu n'importe quelle référence spatio-temporelle. Je n'arrivais pas à cataloguer cette nouvelle parmi toutes les possibilités. Ils lui ont tiré dessus. Je n'arrivais à rien dire. Gaetano conduisant et avec Dario, il murmurait quelque chose que je ne comprenais pas, mais qui avait comme le son d'une prière. La cour de notre maison de campagne était pleine de voitures. Nous avons dû nous garer le long de la route qui menait à la maison. Je reconnais les voitures de mes frères, puis celles de mon cousin. Mais pourquoi y a-t-il toutes ces autres voitures que je ne connais pas? Quelle est la raison? Pendant ce voyage, mon esprit avait déjà oublié les mots « ton père n'est plus » et l'avait déjà remplacé par les mots « il a eu un malaise ». Allons le voir. Mais la réalité est une autre. Mon père n'était plus là. Vraiment. Parce que vraiment, quelqu'un lui avait tiré dessus pour le tuer. Vraiment. L'obscurité. Prendre conscience en un seul instant que mon père n'est plus parce que quelqu'un n'en tolérait pas l'existence à tel point de vouloir le tuer. Me trouver dans un événement que je n'ai ni demandé ni cherché, qui s'est présenté tel un voleur qui m'a volé ce sens de toute puissance que tout jeune de 23 heures pense avoir. L'obscurité, j'ai pleuré beaucoup, mais vraiment beaucoup. Je n'arrive à élaborer aucun processus mental qui puisse donner un sens à ce qui s'était passé. Je ne comprenais pas les raisons de ce geste de violence brutale et gratuite. N'importe quel raisonnement s'arrêtait face à l'unique question « Pourquoi ?» Et je n'ai aucune crainte à dire qu'en ce vendredi soir, j'ai averti comme si la réalité m'avait frappé durement et m'avait vaincue et j'avais perdu. Il y avait seulement 2 heures auparavant, j'étais en train de monter l'estrade pour une fête qui avait lieu quand même. Et maintenant, j'étais là en train de pleurer dans les bras de ma mère en me demandant pourquoi, en répétant pourquoi. Je me souviens bien que la plus pieuse d'entre nous, avant que nous montions l'estrade, nous avait pris presque par violence et nous avait fait réciter l'Angélus pour nous rappeler que cette fête n'était pas un divertissement en soi, mais elle était pour rendre gloire au Christ. Donner gloire au Christ à travers une fête dansante à l'université, mais vous êtes fous, m'avait dit un de mes collègues qui étudiait avec nous et que j'avais entraîné avec nous dans ces préparatifs. Ensuite, après avoir récité l'Angélus, elle avait répété le verset final. Elle disait « Le Verbe s'est fait chair et habite parmi nous ». Elle nous avait rappelé qu'en ce vendredi après-midi, le Verbe se faisait chair pour nous, pour qu'on puisse témoigner le fait qu'à l'intérieur de l'université, on pouvait étudier, vendre des livres, organiser une fête d'entente, seulement en reconnaissant qu'un autre nous fait et nous rend dignes du valeur pour ce que nous sommes. Mais moi, ce soir, je pleurais. Et le jour successif après, le jour d'après encore, pendant les funérailles. Je ne veux pas vous mentir et vous dire que j'arrivais à faire des considérations très élevées. Je pleurais, c'était tout, et je me sentais la terre manquer sous mes pieds. Maintenant, vous devez savoir que dans la mentalité commune, ceux qui subissent un événement de cette portée sont étiquetés en disant « Ah, le pauvre, comme il a quelle malchance » ou « il ne se le méritait vraiment pas ». Mais ce qui me dérangeait le plus, c'était cette subtile sens de pitié et accompagné d'une incitation presque à être fâché avec la vie après tout ce qui s'était passé. Mais ces étiquettes et ces comportements, je les avertissais comme un habit qui ne me sied pas. Comment pouvait le cynisme, la colère, la rancœur devenir l'horizon de ma vie? Comment est-ce que je pouvais être définie par ces sentiments? Ce n'était pas humain, ce n'est pas raisonnable. Ça ne tient pas compte de tous les facteurs en jeu, comme nous enseigne Don Giussani dans le sens religieux. Mais aller au-delà de la colère n'est pas quelque chose d'automatique, parce que ce que j'ai toujours eu clair, c'est que cette promesse de bonheur
que j'avertisse est toujours plus charnelle, toujours plus concrète, toujours plus raisonnable à l'intérieur d'une compagnie d'amis que j'avais rencontrée, n'avait pas été perdue ce jour-là. Obéir à cette promesse de bonheur qui devenait réalité ici et maintenant n'enlève pas un seul gramme de douleur, mais elle correspond dans toutes les circonstances et toutes les contradictions que je vis. Et si ce n'est pas encore assez clair, je me retiens une personne extrêmement chanceuse pour avoir eu la grâce de vivre aux côtés de mon père, qui est un homme qui a incarné cette promesse jusqu'à la fin. Et à un certain moment, même les larmes finissent. Et ça a été clair pour moi tout de suite qu'un devoir commençait. Après 1 an de la mort de mon père, au milieu des vignes et des champs de blé qui, malgré la peur des tirs, continuent à donner leurs fruits, nous avons fait construire sur le lieu du délit une croix haute, plus de 12 mètres, majestueuse, que nous avons appelée la Croix de la Lumière parce qu'elle brille sur la vallée à laquelle elle fait face, pour témoigner que le docteur Montalbano n'a pas été réduit au silence, mais qu'il vit encore aujourd'hui grâce à son témoignage. Pendant les jours où nous mettions cette croix, nous avons eu la notification que les enquêtes sur le meurtre du docteur Giuseppe Montalbano s'étaient conclues par un classement du dossier avec un acquittement contre inconnu, parce que même si on en reconnaissait le caractère mafieux, il n'y avait pas de preuves contre les auteurs. Il a fallu plus de 10 ans, après beaucoup trop d'autres meurtres, et après la colère d'un père en colère contre son ex-associé d'affaires pour avoir tué son fils de 12 ans en le dissolvant dans l'acide, pour qu'on puisse réouvrir le dossier et amener au tribunal les auteurs du crime du docteur Montalbano. Dans le processus où nous avons été partie civile, les imputés parlaient du délit du docteur Montalbano avec une supériorité incroyable, au point tel que même le magistrat dit « Mais c'est comme ça que vous traitez les personnes? Il suffit que quelqu'un vous dérange et vous le tuez ?» Et ils lui ont répondu « Monsieur l'avocat, c'est comme ça que ça fonctionne. » C'est Giovanni Brusca, l'auteur du meurtre, qui, dans sa déclaration, éclaircira les raisons de l'homicide. Il a dit le docteur Montalbano était une authentique nuisance parce qu'il sortait du cadre d'une société qu'il voulait soumise au pouvoir mafieux. Le docteur embauchait légalement les ouvriers qui travaillaient sa vigne et les payait régulièrement chaque semaine. Le docteur aidait également ses patients, non seulement pour les aspects sanitaires, mais il les soutenait aussi avec des aides matérielles sans rien demander en échange. Et souvent, il avait un rôle de pacifiste dans les conflits familiaux ou de voisinage. Et surtout, il ne permettait pas à la mairie de faire ce qu'il voulait. Et il dénonçait toute tentative de corruption. Je fais juste une note pour vous rappeler que nous étions dans la campagne sicilienne dans les années 70-80, où on ne disait pas le mot mafia parce que c'était encore un tabou. Il fallait donc donner un avertissement puissant dans le village de Camporeale pour faire comprendre qui est-ce qui commandait vraiment. Et ce symbole, donc cet avertissement, ça a été l'assassinat du docteur Montalbano. Mais ils ont mal fait leur calcul parce que encore aujourd'hui à Camporeale, le témoignage de sa vie est plus fort de la peur et du désarroi pour son assassinat. Un témoignage qui, pour ma famille, est devenu une urgence éducative. Nous avons institué une bourse d'études pour les étudiants de l'école du collège de Camporeale qui chaque année veut être une proposition de réflexion qui met au thème l'essentiel.
Et ces années, nous avons reçu vraiment beaucoup de la part de ces jeunes qui nous confirment que c'est vraiment la route que nous devons poursuivre. Les exécuteurs, les mandants ont pu éviter la réclusion à perpétuité. Et en juin 2021, le responsable du meurtre du docteur Montalbano de Camporeale, Giovanni Brusco, a pu finir sa détention, sa réclusion, en réacquérant sa liberté. Ce fait m'a vraiment touchée. Tous les commentaires que je lisais sur les réseaux sociaux, les réflexions, les considérations qui inondaient les débats sur les médias étaient divisés entre les garants de la loi et les justicialistes extrémistes, complètement indignés. Mais tous deux manquaient de quelque chose. On passait de la rationalité lucide, la loi c'est la loi, à l'émotivité sans contrôle. Toutes ces deux positions ont un dénominateur commun. Aucune ne montre une espérance. Il n'y a pas de possibilité de salut. Rien ne peut changer. Face à cette personne qui, le 18 novembre 1988, avait tué ce docteur, face à cette personne qui ne s'était pas contentée de lui fracasser le crâne, mais qui lui avait aussi tiré dessus, face à cette personne qui aujourd'hui a le même âge de sa victime, face à cette personne qui a réacquis sa liberté, face à cette personne qui a tué mon père, je comprends que je ne suis pas différent de cette personne. Que ce soit moi et lui, nous avons été baptisés dans le Christ. Que ce soit moi ou lui, nous avons tous deux fait au moins une fois le signe de la croix. Nous avons tous deux reçu au moins une fois le corps du Christ. Nous sommes beaucoup plus semblables de ce que j'arrive à imaginer parce que nous avons été faits semblables, rendus semblables par celui qui nous aime sans compromis, sans condition, sans négociation, sans accord, sans hésitation. Nous sommes, lui et moi, aimés simplement pour le fait que nous existons. Nous sommes tellement aimés que nous sommes laissés libres de renier cet amour. Nous sommes laissés libres de refuser une main qui nous aide. Nous sommes laissés libres d'insulter qui nous aide, d'éloigner ceux qui nous soutiennent. Et nous sommes libres de décider chaque instant que faire de notre vie. Nous sommes moi et lui, face à tout le mal que nous avons fait, face au mal que nous commettons et face au mal que nous commettrons encore. Et nous avons tous deux, face à ça, besoin, comme Pierre, seulement de pleurer amèrement pour la conscience de notre faiblesse et pour la commotion d'un regard bon qui nous embrasse et qui continue de nous demander « Est-ce que tu m'aimes ?» Le soir de ce vendredi 18 novembre 1988, la réalité m'avait vraiment frappé durement, mais je n'ai pas été vaincue et je n'ai pas perdu parce que le Verbe s'est fait chair et il habite parmi nous. Valerio, je crois que cet applaudissement est le signe le plus évident que tes paroles ont laissé une marque dans le cœur de chacun d'entre nous. Dans le cœur et je pense aussi dans les yeux de ce que je peux voir. Circonstances dramatiques qui sont les mêmes que celles qui ont conduit Domenico Pace à être là où il se trouve maintenant, de l'endroit duquel il va nous parler maintenant. Il a accepté de partager avec nous son expérience et son chemin vers la conversion.
Je le disais, nous savons quelque chose de son sujet en Italie à cause de la lettre qui a touché beaucoup de monde, une lettre qu'il a adressée au Saint-Père. Donc je lui donne maintenant la parole en le remerciant pour sa disponibilité. Je sais bien combien ce n'est pas facile pour lui de mettre en commun son expérience. Domenico, je vous en prie. Merci et bonjour à tous. Je remercie encore une fois tous ceux qui m'ont autorisé à participer à cet événement. Pour moi, c'est très important. En particulier, je remercie les juges Maria Rosa, le directeur de la prison de Soumoro et le juge des peines. Je m'appelle Domenico Pace, je suis né à Palerme en 1966. Je suis actuellement détenu dans la prison de Sulmona et je suis condamné à réclusion à perpétuité pour différents crimes que j'ai commis envers différentes personnes, parmi lesquelles le juge Livatino. Je suis un fils de berger. Les conditions économiques de ma famille étaient très modestes. Dans mon petit village d'origine, qui était composé d'environ 30 000 habitants, on vivait d'agriculture et d'élevage. Déjà, quand j'étais petit, les besoins de la famille m'ont obligé à donner une aide à ma famille en m'occupant des troupeaux. Donc je travaillais, c'était déjà un travail lourd sur mes épaules et je pense qu'un enfant de mon âge a du mal à porter ce poids. À 28 ans, j'ai commencé à aider, à l'âge de 8 ans, pardon, j'ai commencé à aider mon père, par exemple en allant vendre le lait dans la rue de mon village, en amenant avec moi les chèvres pour les traire devant les clients. Quand je rentrais à la maison avec l'argent du lait que j'avais vendu, je me sentais heureux d'avoir aidé ma famille. Mais ce type de travail était chaque jour plus lourd parce qu'il fallait aussi que j'aille à l'école. Quand j'avais terminé mon travail vers 9 h du matin, j'allais à l'école. Les cours avaient déjà commencé quand j'arrivais depuis quelques heures, au moment où j'entrais en classe. Quand la leçon se terminait et que la cloche sonnait, tous mes camarades de classe quittaient la salle pour rentrer à la maison. Mais moi, j'étais retenue par ma maîtresse, Gina, parce qu'elle voulait m'apprendre à lire et à me faire comprendre la dictée qu'elle avait faite. Ce n'est que grâce à elle que j'ai pu aller jusqu'à la fin de l'école primaire en terminant le parcours scolaire obligatoire à mon époque. Et donc aujourd'hui, je suis même inscrite à l'université, à la faculté de sciences astronomiques. À ce propos de l'université, je veux dire que c'est une école importante parce qu'elle te fait connaître et savoir. Elle te fait toucher du doigt le sens de la vie. Elle te fait comprendre le respect et les valeurs des êtres vivants. Et à ce propos, je veux en profiter pour remercier mon professeur, Claudio Sterzo, une personne très humble. Et si aujourd'hui je suis ici, c'est aussi grâce à lui. Il m'a été très proche, même avec sa foi chrétienne spirituelle. Quand je rentrais à la maison, j'allais dans les champs pour aider mon père. Lui, il était au travail déjà dès les premières lueurs de l'aube. Et j'allais m'occuper des chèvres. Le soir, on rentre à la maison fatigué. Et j'avais juste le temps de me laver et d'attendre que ma tante prépare le dîner. Pendant ce temps, à cause de la fatigue, je m'endormais sur la table. Et ma tante était obligée de me donner à manger pendant que j'étais à moitié endormie. Pour vous faire connaître l'histoire de mon enfance, j'en reste là et pour vous faire comprendre la raison pour laquelle je suis ici. Il y a quelque temps, j'ai cité ma tante.
qui me donnait à manger alors que j'étais à moitié endormie à cause de la fatigue de la journée. Et vous allez vous demander pourquoi je n'ai pas cité ma mère. J'avais environ 6 ans quand mes parents se sont séparés et j'ai vécu un traumatisme quand un jour j'ai entendu que mon oncle, le frère de ma mère, essayait de la convaincre de quitter mon père. Et à ce moment-là, la chose la plus juste que je pouvais faire, c'était courir prévenir mon père de ce que j'avais entendu. Et j'étais convaincue de faire ce qu'il fallait faire parce que je ne voulais perdre ni mon père ni ma mère. Et un jour, ce que je craignais est arrivé. Et j'ai vécu pendant de très longues années un grand sens de mal-être. Et en pensant que c'était de ma faute parce que j'avais prévenu mon père. Parce que de fait, il y a eu la séparation précédée de grandes discussions. Je me suis rendu compte que ce n'était pas de ma faute. Je ne m'en suis rendu compte qu'une fois que j'étais en prison. Et c'est pour ça que j'ai tout fait pour faire en sorte que mes parents se remettent ensemble. Et j'y ai finalement réussi. Mais je n'arrivais pas à me changer moi-même, ni mes mauvaises actions, du moins à l'époque. Et ce que je croyais faire avec joie pour remettre ma famille ensemble commençait à peser, parce qu'il n'y avait ni fête ni dimanche. On travaillait tous les jours. Et ça me faisait que j'enviais mes amis que je rencontrais dans les rues et qui n'allaient pas dans les champs, qui jouaient au foot ou à courir après. Ou des jeux d'épée avec des morceaux de bois. Des jeux où on jouait avec des bâtons avec lesquels on se frappait. Où ils jouaient au cirque aussi. Ou un jeu qui consistait à arriver à sauter dans les rues du pays sans jamais faire tomber un cercle par terre. Ou bien il faisait du vélo. Ou bien il jouait au fil de fer en utilisant un fil de fer qu'utilisent les paysans. Et c'est à cette période-là qu'est né en moi un mouvement intérieur qui, au fil des années, a débouché sur la non-existence. En pratique, j'ai détruit ma vie et encore pire, j'ai détruit celle des autres avec mes propres mains. J'avais une telle rage en moi et que dans mon inconscience de jeune, toutes les privations auxquelles j'avais été soumise me faisaient très mal parce que je rêvais d'une vie différente de celle que j'avais. Bref, je voulais être comme les autres enfants de mon âge et ne pas travailler du matin au soir et en me faisant en plus gronder parce que je ne faisais pas bien ce que je devais faire. Et c'est comme cela qu'est né le conflit avec mon père, que je laissais souvent tout seul en m'échappant et parfois pour plusieurs jours d'affilée, avec cette rancœur très forte que j'ai nourrie pendant plusieurs années. Et en fin de compte, je me suis tachée de terribles crimes. Le mal est quelque chose d'étrange parce que, une fois qu'il a été fait, il ne s'arrête pas tout seul. Mais c'est seulement quand on mûrit la conscience et qu'on réfléchit sur les erreurs qu'on a commises. Et moi, j'ai réussi à parcourir ce chemin avec beaucoup de souffrance et une gratitude envers ceux qui m'ont aidé. Le mal que j'avais en moi à cette époque
je suis convaincue aujourd'hui que je suis un homme meilleur. J'ai tranché nettement par rapport au crime que j'avais fait, en décidant de quitter le chemin tortueux pour que le mal intérieur cesse. Le drame qui m'a poussé à réfléchir sur mon passé a été la mort du bienheureux juge Livatino, homicide dans lequel j'étais impliquée. Ces événements ont poussé ma conscience d'adulte à réfléchir sur ce que j'avais vécu, avec beaucoup d'amertume et beaucoup de sentiments d'impuissance. Je ne peux pas revenir en arrière. Et cela, je le regrette énormément, aujourd'hui encore. Le recul sur ma vie naît d'une grande réflexion sur ce que j'ai vécu. Mais comme je le disais, ce qui a eu le plus d'incidence, ça continue à être la mort du bienheureux juge Livatino, qui a creusé dans mon cœur des sillons indélébiles. Dans les 34 dernières années, ce qui m'a le plus touchée et qui m'a le plus fait réfléchir sur la personne du bienheureux juge Livatino a mûri d'avoir entendu pendant mon procès que le juge a toujours eu en juste considération les accusés qu'il devait juger. Et ça, c'était très apprécié par mon avocat. Rosario Livatino avait demandé pour mon père et les autres complices ont été absous, ont été acquittés. Quand j'ai entendu cela, je me suis tellement senti petit que si j'avais pu me cacher, je l'aurais fait. Et à ce moment-là, j'ai compris qu'il n'avait jamais été mon ennemi, que ce juge n'avait jamais été mon ennemi. La figure du bienheureux Rosario Livatino a créé une trace dans mon cœur. Et aujourd'hui, pour moi, c'est un exemple et un modèle de vie chrétienne, au point que j'ai commencé à sentir un grand besoin de me rapprocher de la foi chrétienne. Et cela m'a ouvert un nouveau monde, en me montrant la lumière au fond du tunnel. Voilà pourquoi mon credo me fait apercevoir, dans les moments de découragement, le visage du bienheureux Rosario Livatino, serein. Et quand j'étais prêt à commettre des erreurs, il a essayé de me protéger. Quand je fais et quand je faisais quelque chose de bien pour les autres, il m'exhorte à continuer en m'encourageant. La foi qui habite mon cœur aujourd'hui a été aussi le fruit du grand travail de l'aumônier de ma prison, le père Agostino, qui m'a permis de comprendre la valeur de la vie. Alors, la rage qui était en moi a disparu comme neige, a fondu comme neige au soleil. Et c'est pour cela que j'ai accepté de participer à cette rencontre. Ce que je n'aurais jamais fait, d'une part à cause de ma timidité, d'autre part à cause de ma difficulté à prendre la parole devant d'autres. Aujourd'hui, je suis ici uniquement pour ce que je dois au juge Livatino. Et si je peux faire quelque chose pour lui, c'est juste que j'y risque mon visage pour
montrer à tout le monde le visage criminel que j'ai été et qui aujourd'hui ressent beaucoup, beaucoup de honte, même si à cette époque-là, j'étais stupide, j'étais un jeune stupide. Tout cela ne justifie pas le mal que j'ai fait, avec lequel je devrais vivre toute ma vie, en demandant à chaque jour de ma vie le pardon. Pardon. Au bienheureux docteur Rosario Livatino, aux autres victimes innocentes de la mafia et à toute la communauté, en particulier aujourd'hui présente Valerio Montalbano, à qui je voudrais pouvoir embrasser de manière solidaire pour la mort de son père. Et je voudrais raconter quelques anecdotes que je me suis appropriées. La première, c'est la suivante. Il met de l'ordre dans le désordre. Aujourd'hui, je peux affirmer que j'ai atteint mentalement cet ordre en éliminant le désordre. Autre chose très importante pour moi, et cela, je l'adresse aux jeunes. Voilà la devise. Quelqu'un qui marche sur un lac gelé et qui tend l'oreille, il entend un petit crissement et ça lui permet de trouver les endroits les plus sûrs. Et c'est ce qui va lui permettre d'arriver sur l'autre rive. Un jeune couple se met en chemin un renard, il peut marcher sur cette glace si à l'époque j'avais écouté le vieux renard qui était mon père ou mon grand-père, aujourd'hui, je pourrais dire que j'ai vécu sans aller en prison. Et donc, c'est fondamental de suivre sur le chemin qu'on traverse de façon dramatique pour éviter de faire des erreurs qui pourraient annuler le travail qu'on a fait jusque-là, le parcours qu'on a fait jusque-là. Revenir en arrière sur ses pas, c'est impossible. Tandis que ce qu'on apprend, c'est de s'appuyer sur les vieux renards. Et comme ça, on peut traverser tous les lacs. Parce que sur un lac gelé, on peut marcher une fois, mais pas revenir sur ses pas. En prison, la privation de la liberté qui éloigne de la famille. J'ai été arrêtée, j'avais à peine 23 ans. J'ai certainement réfléchi sur la manière dont j'ai mené ma vie en liberté. Et j'ai imploré le pardon et je regrette beaucoup ce que j'ai fait. Maintenant que j'ai 57 ans, quand je me regarde dans le miroir, je ne vois plus ce jeune stupide d'autrefois. Et je sais avec certitude que je ne pourrai plus jamais commettre de telles erreurs. Cet enfant est devenu un homme. Je passe le temps à faire du travail artisanal comme de la menuiserie ou de la peinture et je suis autorisée à travailler et je participe aussi à quelques représentations théâtrales. Cet homme, aujourd'hui, que je suis, est différent. Il s'est dépouillé du passé. Il a laissé derrière lui sa forme arrogante et violente. Et en regardant au-delà, de l'autre côté du monde, il espère avoir une autre possibilité. Cet homme a une raison en plus pour être meilleur.
grâce à la vieille flamme qu'il a réveillée dans son cœur. Et cette histoire d'amour, j'en ai parlé longtemps avec les intervenants et je veux les remercier pour l'aide qu'ils m'ont donnée, pour me faire réfléchir sur mon passé. Et ces bénévoles, ils m'ont encouragé à regarder mon histoire. L'amour mérite le respect pour ce qu'il est capable de faire à l'homme. Je veux citer une phrase que m'a dite un ami. En parlant de justice réparative, vous êtes nécessaire pour nous, comme nous le sommes pour vous. C'est une victime qui m'a dit ça. Au début, je n'avais pas compris cette phrase. Et ensuite, en me rendant compte, j'ai compris qu'effectivement, le témoignage de mon passé tourmenté peut servir pour que les jeunes qui vivent dans une certaine réalité puissent comprendre que ce chemin mène inexorablement à la destruction de soi-même et des autres. Je souhaite que ce que je viens de raconter puisse être utile surtout pour les jeunes, pour qu'ils ne restent jamais emprisonnés et qu'ils connaissent le difficile chemin de la vie. Merci à tous pour le temps et pour la patience que vous m'avez consacré. Et je m'excuse si je n'ai pas été capable de rendre comme je le voulais mon texte. Je finis en invitant les organisateurs de cet événement à venir me voir en prison. Merci à tous. Grazie. Merci. Merci Domenico d'avoir joué ta personne et ton cœur pour montrer un chemin dans son commencement, dans son parcours et à l'état où il est actuellement. Docteur Airola, merci à tous. Je vous remercie tous. Je peux dire que je suis chez moi ici maintenant au meeting. Et en me trouvant chez moi, je vous demande, s'il vous plaît, de faire une reconstitution de lieu, d'imaginer que nous avons ici face à nous la chemise ensanglantée du juge Livatino, qui est un peu la relique par excellence. Je me rappelle encore quand je suis venue ici il y a 2 ans pour inaugurer cette exposition, les visages des personnes face à cette chemise ensanglantée. Et ce qui m'a touchée, c'était une sorte de réenchantement face à quelque chose qui bouleversait, qui provoquait, mais aussi avec beaucoup d'espoir. Alors, j'essaye de faire quelques réflexions avec vous sur cette chemise, ou en tout cas essayer de vous transmettre quelles ont été mes impressions, mes sensations face à cette chemise ensanglantée. Qu'est-ce que c'est qu'une chemise? C'est le vêtement par excellence. La chemise nous ramène à l'essentiel, qui est le thème de votre rencontre. Et elle vous demande, quel est l'essentiel? En quoi consiste l'essentiel pour un magistrat, pour un juge? Ce n'est certainement pas la recherche de la carrière, ou du pouvoir, ou de l'affirmation d'une idéologie quelconque. L'essentiel, c'est rendre justice, c'est-à-dire donner à chacun ce qui lui revient. Qu'est-ce qui nous revient par définition? La dignité, que personne ne peut nous enlever. Cette chemise, c'est l'essentiel, mais on pourrait dire l'essentiel quotidien, parce qu'on doit la porter chaque jour. Et donc ça, c'est un autre enseignement.
En réalité, nous sommes appelés non pas tant à rendre justice. Le grand défi, c'est d'essayer d'être juste. Et ça, c'est bien différent. Quotidiennement, cela signifie essayer de conjuguer, et en cela la chemise nous dit beaucoup, conjuguer notre engagement professionnel avec celui de notre vie privée. Ce ne sont pas deux domaines séparés. Ça, c'est un enseignement que nous donne cette chemise. Autre chose encore. Quoi qu'on en dise, personne n'est né avec une chemise. Donc, il faut, d'une manière ou d'une autre, l'enfiler. Donc, cette chemise, c'est aussi un choix. Elle nous dit qu'il faut choisir. Il faut choisir. Quel que soit le rôle, quelle que soit la place que nous avons, nous faisons des choix. Je vis d'un quartier populaire de Naples et malheureusement, certains des jeunes avec lesquels je jouais au foot, je les ai trouvés en audience à la place du détenu. Je n'ai pas de mérite particulier, sauf d'avoir trouvé les personnes qui m'ont aidé à choisir. Et c'est aussi ce qu'écrit le bienheureux Livatino. Quoi qu'on en dise aujourd'hui, choisir, prendre des décisions, il dit que pour choisir, il faut la lumière. Et personne n'a une lumière absolue, personne n'est lumière à soi-même. Et cette phrase, il faudrait l'écrire devant les juges dans les salles d'audience pour pouvoir la voir chaque jour, quotidiennement. Et puis, excusez-moi, cette chemise rappelle aussi celle que nous avons reçue à notre baptême. Alors, cette chemise, dans le cas du juge Livatino, elle nous indique aussi quelque chose de très sérieux, qui est peut-être la raison de cet émerveillement, c'est-à-dire la sainteté. Davide Rondoni écrit une poésie qu'il nous a offerte sur le juge, que la sainteté est un scandale pour la justice. Oui, c'est un scandale pour la justice. La sainteté nous invite à aller au-delà la logique de la correspondance, du do ut des, mais à aller au-delà. Essayer de chercher, de comprendre que la personne que tu es en train de juger est un homme comme toi. Personne ne peut m'imputer ce que j'ai fait. Si on réfléchissait là-dessus, on comprendrait que l'honneur n'est pas quelque chose qui est différent de l'amour. Au contraire, l'honneur de l'homme réside dans le fait d'être aimé, du fait qu'on est appelé à aimer, même si on se trompe. Ça, c'est pas une générosité aveugle, mais ça signifie apprécier son humanité. Excusez-moi si je dis encore autre chose qui est toujours une raison d'attraction par rapport à cette personne qui a beaucoup changé beaucoup de choses dans ma vie. Le juge Livatino nous rappelle que nous sommes tous appelés à une dimension verticale. Bien sûr, rendre justice aussi, pourquoi pas? Parce que pourquoi est-ce que cette dimension devrait être incompatible avec le fait de rendre justice? Et il va l'écrire. En quoi consiste cette dimension verticale? Elle consiste à essayer de comprendre, trouver leur rapport avec le transcendant à travers la personne que nous sommes appelés à juger. Et cela, ce n'est pas un rappel confessionnel, parce qu'il ajoute que le non-croyant peut le remplacer par le bien commun. Mais tous deux, le croyant et le non-croyant, ne peuvent pas oublier cette dimension verticale et spirituelle en rendant justice. Cette dimension du prochain. Dans cet honneur et cet amour, l'honneur et l'amour peuvent aller ensemble dans cette dimension. Il y a une chanson qui a été chantée au festival de Saint-Remo, qui est un hymne à l'indifférence. Mais la logique, c'est exactement le contraire, la logique du juge Livatino. Moi pour toi et toi pour moi. Et ça met les choses dans une optique complètement différente. Cette chemise, elle est scandaleuse pour tous. Et surtout pour moi qui suis un juge, un magistrat. Et souvent, nous faisons un hymne.
nous faisons de la laïcité, malheureusement, parfois un alibi pour oublier cette dimension verticale. Dernière chose, le juge Livatino a aussi une grande raison d'espérance, parce que ça signifie que la providence est à l'œuvre, et donc on ne doit rien oublier. Si de Kanikati, quelque chose de bien peut sortir, comme ce petit juge, qui est devenu un phénomène dans toutes les expositions, dans tous les endroits du monde où on a fait cette exposition, il s'est passé des choses extraordinaires. Est-ce que c'est grâce aux organisateurs? Oui, mais surtout grâce à lui. Seul un aveugle ne pourrait pas voir quelque chose de vraiment profond et mystérieux dans ce qui se passe. Et donc, pour terminer, dernière pensée, permettez-moi de vous le présenter. L'espérance, c'est un souhait. Moi, je cultive cette espérance que le bienheureux Rosario Livatino puisse aussi être proclamé patron des saints, des magistrats, pardon. Et je pense que ça, c'est un signal qui pourrait certainement être une raison, une cause d'honneur à la fois pour les croyants et pour les non-croyants. Parce que le juge Livatino nous a appris comment aimer la justice et comment être juge par amour. Merci. Dottoressa Sava. Madame Sava, l'exposition que vous avez présentée avec d'autres dans le grand amphithéâtre de la Cour d'appel de Palerme, où on trouve au début la liste de tous les noms des magistrats siciliens qui ont perdu la vie. Mais à partir de cette expérience, et surtout à partir de ce que nous avons entendu jusqu'à maintenant, de cette étreinte virtuelle qui a été évoquée il y a quelques instants, pouvez-vous nous apporter votre contribution? Alors, tout d'abord, j'aimerais remercier de façon sincère pour cette invitation. Une invitation qui, pour moi, représente également l'occasion pour faire avec vous un petit bilan de ce qu'est mon histoire. Je m'explique. Aujourd'hui, nous avons entendu une victime de la mafia et son parcours. Nous avons entendu une personne qui a commis de graves crimes et qui a fait un parcours. Et moi, j'aimerais partager avec vous un autre visage, le visage de quelqu'un qui, depuis plus de 30 ans, s'occupe de procès de criminalité organisée. Moi, dans ma vie, au cours de ma vie, j'ai écouté et fait des procès sur beaucoup de meurtres des années 70-80. Je me suis occupée de la tragédie de Capaces, de celle de Via d'Amelio. J'ai écouté beaucoup de victimes, mais également beaucoup de personnes qui se sont tachées de beaucoup de crimes. Et à un certain moment donné de mon parcours, j'ai dû faire les comptes avec le fait que moi, comme disait tout à l'heure l'ingénieur Montalbano, moi je suis baptisée, j'ai fait ma confirmation comme les victimes et comme les auteurs des crimes. Et étant donné que le chrétien est quelqu'un qui est en chemin, c'est quelqu'un qui fait un parcours de foi. Nous savons que nous sommes en chemin, en mouvement. Dans la première partie de ma vie professionnelle, j'essayais de séparer ces deux mondes. Le fait que j'étais chrétienne et mon être magistrat qui s'occupe de ces thèmes.
Mais à un certain moment donné, il y a environ 10 ans, petit à petit que ma connaissance grandissait, ma connaissance du message du Christ grandissait, je me suis demandé, en gardant le fait que je dois respecter la loi, je dois appliquer la loi, je dois respecter le principe de la laïcité de l'État, je ne dois pas exposer le fait que je suis chrétienne, mais je me suis demandé qu'est-ce que cette expérience des procès pour la criminalité organisée m'a donné en tant que chrétienne. Et je me suis demandé aussi si j'étais parvenue à transmettre quelque chose de chrétien en vivant ma profession. Et là, je me suis aperçue que je devais garder la tête basse, rester modeste, parce que chacun d'entre nous doit se confronter avec cette sphère, cette bulle intérieure, à ce dialogue intérieur qu'on a avec le Christ. Et donc j'ai compris qu'il y avait peut-être une réponse plus simple. Et je me suis retrouvée face au message de Livatino. Je m'explique. Chaque dossier de ces procès, même ceux qui concernent des centaines de meurtres, chaque dossier a derrière lui une histoire. Et donc, chaque dossier doit être étudié avec énormément d'attention. Chaque dossier demande aux juges et aux magistrats, aux procureurs, une attention et une étude attentive. Et il lui demande de se remettre en question, d'étudier, de ne pas penser d'avoir la vérité et de traiter toute personne que nous rencontrons lors des procès avec le maximum du respect et de notre humanité. Ça, c'est la première valeur qu'un procureur, qu'un magistrat, qu'il soit croyant ou pas, doit suivre. Parce que il est clair que si un magistrat se définit croyant, mais il ne respecte pas la personne qu'il a en face, s'il se croit Jésus-Christ sur cette terre, s'il pense être supérieur à l'autre, même si c'est un magistrat chrétien, il n'est pas du tout chrétien et ce n'est pas non plus un bon magistrat. Au contraire, un magistrat qui n'est pas chrétien, qui étudie le dossier, qui respecte l'autre personne, qui se remet en question et qui ne se croit pas au centre de l'attention, même s'il n'est pas chrétien, est un bon magistrat. Et donc, j'ai compris là le sens du message de Rosario Livatino, parce que en 1984, il y a 40 ans, il nous disait déjà, lors de ses discours publics, ceci: l'importance pour le magistrat d'avoir une attention envers l'autre, un respect pour l'autre et surtout l'importance de la capacité de voir l'autre comme un sujet qui vient de drame et qui doit être reconnu. Je n'ai jamais oublié combien j'ai appris en étudiant quelque chose sur sa cause de béatification. Je me suis rendu compte que quand il se rendait compte qu'une personne ne devait pas rester en prison parce qu'il y avait eu une erreur dans le procès, il prenait sur soi la décision et il allait personnellement déposer le dossier pour la libération de cette personne. Donc voilà, il faut vraiment, un magistrat a vraiment l'obligation de suivre cette indication.
qu'ils soient chrétiens ou pas. Livatino disait que nous serons jugés non pas en fonction de combien nous avons cru, mais en fonction de combien nous avons été crédibles. Voilà, à un certain moment de mon parcours professionnel, j'ai essayé de m'interroger en me demandant comment est-ce que je peux être crédible. Et donc, j'ai commencé à ouvrir la porte de mon bureau et je l'ai dit souvent dans les discours quand je prenais en charge les fonctions qui m'étaient données. Il faut ouvrir notre porte aux derniers. Qui sont les derniers? Ce sont ceux qui ne sont pas reconnus. Tout à l'heure, on a écouté un témoignage qui disait « Moi, je n'étais pas reconnu ». Le dernier, c'est l'étranger qui arrive et qui se trouve dans une terre étrangère. C'est l'enfant qui n'a pas mangé. L'autre, c'est aussi celui qui s'est trompé, qui a fait des erreurs, mais auquel on doit offrir une possibilité de récupérer, de se réinsérer. Donc, il faut essayer de rééduquer, de donner des places de travail, par exemple. Et ici, donc, nous arrivons aussi à la fonction éducative que nous devons aller. Et donc, j'aimerais terminer avec l'expérience de Padre Pugliese, qui est l'autre phare dans cette expérience d'un chrétien qui s'est retrouvé à avoir un rôle de témoin. Un chrétien n'est pas un maître, c'est un témoin. Padre Pugliese, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris un ballon, il a pris des goûters, il a ouvert sa paroisse et il a offert du pain, de l'amour, de l'éducation à Brancaccio, qui est un quartier tristement connu pour la puissance des familles mafieuses qui l'habitent, qui l'occupaient et qui l'occuperont encore. Ils l'ont tué, Père Pugliese. Mais si tous les prêtres de Palerme à cette époque avaient ouvert leur patronage, si tous les entrepreneurs à cette époque s'étaient opposés aux taxes que demandait la mafia, est-ce qu'ils auraient tué tous les entrepreneurs de Palerme? Alors c'est là l'invitation que ces témoins de foi nous ont fait. Et c'est ce que j'essaie de m'approprier. N'oublions jamais que si nous tous qui sommes baptisés, qui avons fait notre confirmation, nous qui allons à la messe le dimanche avec nos beaux habits propres, il faut que nous nous demandions tous, que nous soyons tous conscients que nous serons jugés non pas pour combien nous avons cru, mais pour combien nous avons été crédibles. Et la crédibilité, ça implique aussi une cohérence. Donc aujourd'hui, je suis dans ce parcours de pardon envers moi-même, envers les autres, dans un parcours d'application de la loi, parce que c'est ce que me demande mon métier, mais c'est aussi un parcours dans lequel où je me dis, je veux être avant tout crédible, et j'espère que la société civile dans sa totalité ne laisse pas ce devoir aux magistrats, mais que toutes les catégories puissent être cohérentes dans leur crédibilité. Si nous devenons tous crédibles dans notre crédibilité, tous les exposants des institutions, nous pouvons vraiment changer ce monde et nous réalisons ce concept d'espérance et ce concept de paix sur la terre. Et c'est vraiment la priorité dans le monde d'aujourd'hui qui souffre. J'aimerais dire une dernière chose. On a tendance à penser aujourd'hui que la mafia est vaincue, que Cosa Nostra est vaincue. Mais malheureusement, ce n'est pas vrai. Nous les avons
touchés, mais restons vigilants et essayons encore plus aujourd'hui, alors que la criminalité organisée essaie de s'éclipser, mais devient encore plus fort. Je le répète encore une fois, essayons d'être crédibles encore plus que d'être croyants. Merci. Grazie, dottoressa Sava. Merci, Madame Sava. Et pour relever votre appel de ne pas laisser la parole seulement aux magistrats, nous allons maintenant céder la parole à un avocat. Merci tout d'abord au meeting, à Salvatore pour cette invitation et à vous qui êtes là à nous écouter alors que vous avez faim. Permettez-moi une réflexion pour commencer. Dans les deux témoignages que nous avons entendus, dans leurs différences, et je dirais aussi la manière dont ils se sont présentés, Monsieur Airoma et Madame Sava, ce sont des magistrats qui sont au sommet, donc ils ont des charges très importantes. Et qu'il y ait des personnes comme cela pour la justice, c'est un grand réconfort. Donc je les remercie. Volevo aggiungere qualcosa anche se... Je voulais ajouter quelque chose, même s'il y a bien peu à ajouter par rapport à ce que nous avons entendu et au fait qui s'est manifesté aujourd'hui. Mais je voudrais rappeler certains passages d'un livre qui m'a beaucoup touchée, qui est La fissure et la lumière de Gemma Calabresi, qui est la veuve du maréchal Calabresi, un homme qui a été assassiné par le terrorisme en Italie. Cette femme, au moment de la mort de son mari, elle avait 25 ans, 2 enfants et un troisième à venir. Et quand elle a appris la mort, elle s'est effondrée sur son canapé. Et à un moment donné, elle sent la présence du Seigneur et elle comprend qu'elle n'est pas seule. C'est ce qu'elle raconte. Et elle serre la main du prêtre qui les avait mariés et qui était venu là. Et elle lui dit « Disons un « Je vous salue Marie » pour la famille de l'assassin de mon mari. » Et sans savoir ce qu'elle pouvait écrire sur la tombe de son mari, sa mère lui suggère d'écrire les paroles du Christ en croix. Pardonne-leur parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Et ça, au bout de 50 ans, ça nous dit encore, elle nous dit que ces paroles étaient la première marche de l'escalier du pardon et qu'aujourd'hui, elle est en paix. Et donc ça, c'est impressionnant. Dans mon travail d'avocat pénaliste, j'assiste des personnes qui ont commis des crimes effroyants et parfois j'assiste des victimes. Certains des criminels qui peuvent avoir communiqué des crimes terribles, comme nous l'a témoigné Domenico Pace, peuvent, après des années de prison, faire un parcours et ils peuvent avoir besoin, ils disent qu'ils ont besoin d'être pardonnés par les victimes, ils ont besoin d'être pardonnés par les magistrats qui, à juste titre, les ont condamnés. Donc, ils ont besoin d'être pardonnés par les proches, les familles, mais aussi par la collectivité. Et les victimes, quand ils arrivent à faire le grand pas extrêmement difficile de pardonner, nous disent qu'ils trouvent une paix inattendue. Et ça, ce sont des situations que j'ai vues de mes yeux. Ce n'est pas un hasard que le pardon soit un fait principalement chrétien, mais qui est possible pour tous. Le pardon apaise les blessures. Il donne la possibilité de renaître. Je voulais vous lire 2 lignes parce que je veux être précis. Nous avons présenté l'exposition dans la prison de Opera, près de Milan. Et il y avait Paolo Amico, que Domenico Pace connaît bien. Et dans sa prison, devant les autres prisonniers, il a parlé. C'est l'un des assassins, lui aussi, du bienheureux Rosario Livatino. Et voici ce qu'il a dit. Donc, lui aussi, il a été exécutant de cet homicide qui a été tué en 1990. Il a fait 17 ans de prison dure au régime d'isolement, et il dit qu'il a fait 17 ans en colère contre le système. Mais il avait entendu à la télévision les parents du juge Livatino
qui, au lieu de maudire les assassins de leur fils, exprimaient leur douleur en imaginant la souffrance que pouvaient éprouver les parents des criminels pour l'obscurité dans laquelle étaient tombés leurs enfants. Et il dit, ces paroles se sont ancrées en lui. Ensuite, il a rencontré un juge qui lui a permis d'apercevoir une possibilité de réhabilitation. Et puis, il a rencontré les bénévoles de l'association Rencontre et Présence en prison. Et il dit, le sépulcre de la tombe où j'étais enterré s'est ouvert et j'ai commencé à voir entrer une nouvelle lumière dans ma vie. Il a commencé à comprendre qu'il pouvait y avoir un nouveau commencement. Il y a des rencontres de perdition, il y a des rencontres de salut qui peuvent donner à la vie une direction nouvelle et aider à comprendre que l'homme n'est pas seulement son erreur, que je ne suis pas seulement le terrible crime que j'ai commis quand j'avais 23 ans. Ce jour-là, sur ce pont sur lequel est mort le juge Livatino, ce n'est pas le juge qui est mort, c'est ce jeune plein de colère qui est mort, ce jeune de 23 ans. Et moi, je suis rené à une vie nouvelle. Le bienheureux Rosario Livatino est présent et je le prie et je prie Dieu qui est capable d'embrasser tout mal d'une manière dont l'homme est incapable. Le décret de béatification du juge Livatino dit qu'il a vécu son travail même dans l'espoir de la rédemption, même pour les criminels les plus endurcis. Et les mandataires de son assassinat sont en train eux-mêmes de faire un parcours de rédemption. Dans mon travail, personnellement, parfois je me suis posé le problème de défendre des personnes qui avaient commis des crimes très graves, parce qu'il y a toujours un refus de la conscience, parce que je suis un homme. Mais je les ai toujours défendus et je les défendrai toujours, parce que sinon, je renierais ce que j'ai appris dans notre histoire et dans la vie. C'est-à-dire que l'homme est fait à l'image de Dieu. Tout homme est fait à l'image de Dieu. Et cela rend mon travail enthousiasmant. D'ailleurs, saint Augustin dit « On condamne le péché, mais pas le pécheur ». Et cette passion devient vraiment une passion pour les personnes que l'on assiste, même si parfois, passez-moi le terme, parfois on a l'impression d'être face à des animaux pour ce qu'ils ont fait. Ça arrive. Ça peut être la réaction que l'on peut avoir. Mais c'est passionnant de pouvoir les accompagner, pouvoir connaître leur vie, le contexte dans lequel certaines choses ont mûri, les accompagner pendant l'enquête, pendant le procès et surtout pendant l'exécution de la peine, avec l'espoir qu'il y ait une réhabilitation. Pour chaque coupable, il doit vraiment y avoir, et ça, je me permets de jouer mon rôle d'avocat sans problème de conscience, pour tout coupable, il doit y avoir la possibilité de racheter socialement son crime. Parce qu'il y a un droit pour tous, pour les victimes, pour les magistrats, pour les avocats, pour la collectivité. Ne pas croire à cette possibilité, c'est un défi, une défaite au départ. Nous en avons parlé avec Madame Savo au cours du déjeuner hier. Lorsqu'on parle de mafieux et d'hommes d'honneur, en général, on a tendance à exclure cette éventualité positive, c'est-à-dire que l'on puisse changer. Parce que le crime de sang qui les a conduits à commettre certains crimes et qui les a conduits en prison, on le considère en général comme indissoluble. Et les aspects de réhabilitation nous apparaissent instrumentaux. Et comme je vous l'ai dit, dans mon expérience professionnelle, j'ai vu, au contraire, des criminels condamnés pour de graves crimes changer à travers des rencontres qui leur ont permis de voir la lumière, qui leur ont permis de comprendre l'expérience de la foi et qui leur permettent de la vivre. Et cela fait renaître dans une perspective différente, comme l'a dit Paolo Amico. Et cela nous dit qu'une expérience comme celle qu'ils nous ont témoignée est plus forte que tout crime d'honneur. Et ceux qui exercent la justice, les avocats, les magistrats, doivent vraiment prendre en compte cette situation. Ils doivent la prendre en compte parce que c'est une réelle possibilité d'avoir envers les accusés
que l'on doit défendre ou accuser, le même regard que celui du juge Livatino. Et ça, c'est un espoir parce que, comme vous l'avez dit, la justice, l'espérance doit vraiment triompher dans notre banale justice humaine. Ça, c'est l'espérance. Et ça, c'est la petite mission que je me fixe toujours en tant qu'avocat au quotidien. Merci de tout cœur. Grazie. Merci à Paolo pour cette contribution. Et je saisis l'occasion pour remercier l'association Forense pour la contribution qu'elles ont apportée à la réalisation, en particulier de la liaison avec la prison. Monsieur le Président Pinelli, je vous invite à prendre la parole et à nous proposer un discours de conclusion. Je vous remercie au nom du meeting d'avoir accepté notre invitation. Je remercie le meeting pour cette invitation et j'ai l'honneur de vous proposer une réflexion conclusive sur la mémoire vivante du témoignage de Rosario Livatino, qui a certainement été un homme d'amour. Lorsqu'on commémore quelqu'un et sa pensée, le risque est toujours celui de se l'approprier, de faire dire à la personne que l'on commémore ce que nous pensons, de donner à nos pensées l'autorité attribuée à la personne qui n'est plus. Ça, c'est le risque de la commémoration, la trahison de celui qu'on commémore. Mais c'est aussi un défi, le défi de rendre vivant et actuel la pensée, l'exemple qui dérive de ce souvenir, en évitant de le faire devenir un petit saint, une image oléographique et édifiante qui reste enfermée dans un passé inatteignable. Alors, j'essaierai de vivifier aujourd'hui les mots et la vie du béatifié Rosario Livatino. Nous avons entendu déjà qu'en 1984, Rosario Livatino, qui avait été procureur adjoint au tribunal de Agrigento, avait été institué procureur adjoint du tribunal d'Agrigento. 6 ans après, il a été assassiné par la mafia locale. Mais dans sa ville natale, il avait tenu un discours sur le rôle du juge dans une société qui change. On pourrait définir ce discours de prophétique parce qu'il a donné un témoignage. Il s'est rendu capable de dialoguer avec un futur. Il nous donne des propositions qui aujourd'hui doivent encore être recueillies et développées pleinement. Il a affronté le thème du rapport entre la magistrature et la politique, le rapport entre le magistrat, sa vie externe et interne. Ces éléments tissés par un lien rouge doivent être reconnus. Livatino, s'est rendu bien compte que le mythe du juge qui est la bouche de la loi est une illusion et que le magistrat a une responsabilité face à la société qui change face à lui. J'utilise ces mots, je cite, « Le rôle du juge ne peut pas échapper au chemin de l'histoire. Que ce soit lui ou que le service qu'il rend doivent participer à un processus d'adaptation. Le magistrat n'est pas un simple reflet de la loi qu'il doit appliquer et doit utiliser la signification, le sens de la loi qui s'adapte le mieux au moment contingent. Donc, Livatino ne repousse pas l'existence d'un nouveau rapport entre magistrats et normes législatives. C'est un rapport plein de complexité et qui demande que le magistrat sorte de sa tour d'ivoire, d'immutabilité, d'hibernation sociale et qu'il soit attentif et sensible à un contexte qui autour de lui change, se crée, se transforme, se perd. Toutefois,
et c'est là la nouveauté de son approche. Il ne doit pas se mettre au service de ceux qui le veulent comme un garant des intérêts forts ou des intérêts faibles, de ceux qui veulent la magistrature soit un sujet actif de la conjoncture économique, afin de transformer les procès en un lieu nécessaire qui donne un nouvel équilibre entre parties fortes et parties sociales faibles. Non sarebbe più tale in quanto oggi è il prototipo del quello cioè di una figura super partes. Livatino repère immédiatement dans le principe institutionnel d'impartialité du juge l'élément constitutif qui fonde la magistrature dans son autonomie et son indépendance, un principe auquel qu'on ne peut pas abdiquer. Avec une grande puissance prophétique, il observe que pour éviter toute instrumentalisation de la justice que garantit la Constitution, qui garantit la liberté des juges et la magistrature dans son ensemble, en la décrivant comme un ordre autonome et indépendant de tout autre pouvoir. Le juge, le bienheureux, personnifie l'idée d'un magistrat qui éloigne de soi, écoutez bien, tout danger ou tout soupçon de sectarisme, à la fois dans l'expectative de l'avantage personnel ou dans la crainte du préjugé ou à cause de l'interférence du pouvoir de l'État dans la fonction judiciaire. Ça, ce sont ses propres termes. Je me permets à ce stade de faire une digression sur la qualité. Il ne faut pas oublier que ceux qui, à cause des rôles institutionnels qu'ils doivent exercer, doivent prendre sur eux la responsabilité de leur indépendance. Ce sont des valeurs à sauvegarder, non seulement d'un point de vue, aussi dans l'obligation de rester imperméable à toute influence extérieure. Le magistrat, de ce point de vue, et non par rapport à sa soumission à la loi, doit avoir la capacité de démontrer dans les faits et sans interruption qu'il est véritablement un homme libre. Voilà le modèle de juge, selon la Constitution, que Livatino a à l'esprit et qu'il a incarné comme qui va l'amener à la mort par un homicide organisé. C'est un parcours complexe qui ne banalise pas de sens favorable ou contraire le thème de l'activisme judiciaire et qui délimite en même temps la manière dont doit être résolu le rapport difficile que la magistrature entretient avec la politique. Une pensée inconfortable qu'il faut prendre dans son ensemble sans compromis. D'un côté, Livatino reconnaît qu'on ne peut pas supprimer dans l'homme juge la possibilité de former une conscience politique, de se convaincre des thèmes fondamentaux de notre vie commune sociale. Parce que personne ne pourrait contester au juge le droit de s'inspirer dans l'interprétation des normes juridiques à des modèles juridiques qui peuvent aussi coïncider avec ceux que professent des groupes ou des associations politiques. Une affirmation nette qui s'accompagne aussi d'une précision importante. Il est essentiel, j'utilise ses propres mots, que la justice dérive d'une élaboration personnelle dictée par la méditation du cas concret, non comme le fait de se situer dans tel ou tel groupe politique ou syndical en apparaissant comme dépendant de ce parti. Voilà donc le thème de l'impartialité, compris comme une indépendance de pensée et de jugement qui doit s'exprimer dans les limites des sens qui peuvent être attribués à la loi en lien avec le cas concret. Une liberté morale, celle du magistrat, qui doit être inscrite dans la conscience des limites institutionnelles dans lesquelles on évolue,
comme expression personnelle de la limite de la créativité humaine, qui ne peut pas croire en tant qu'homme qu'il possède seul la vérité et la justice, sans risquer de faire passer comme vrai et juste uniquement ce que son idée personnelle de vérité et de justice est. L'impartialité est tellement importante qu'il faut la garantir même dans son apparence face à la société. Livatino reconnaît que l'indépendance du juge n'est pas seulement dans sa propre conscience, dans la liberté morale, dans la fidélité aux principes, dans la capacité de sacrifice, dans la connaissance technique, dans l'expérience, dans la clarté de ses décisions et dans la linéarité de ses décisions, mais aussi dans sa moralité, dans la transparence de sa conduite, y compris à l'extérieur de son bureau, dans la normalité de ses relations et dans ses manifestations dans la vie sociale, dans le choix de ses amitiés, dans l'indisponibilité à commettre des affaires, même si elles sont autorisées, mais qu'elles peuvent être risquées, dans l'implication dans des secteurs qui, par leur nature ou par leur implication, peuvent mener à une contamination et donc à un risque d'interférence. Et il conclut avec une phrase qui est extrêmement actuelle, selon laquelle l'indépendance du juge, dans sa crédibilité, arrive à conquérir par la difficulté de la tourment de ses décisions, l'indépendance. Donc voilà la description du magistrat. C'est une crédibilité qui doit se jouer non seulement dans les décisions et les choix qu'il réalise lorsqu'il revêt la toge, mais aussi dans toutes les manifestations de sa personne. Le juge Livatino est très clair sur ce point. Il faut rejeter l'affirmation selon laquelle, dit-il, une fois qu'on a réalisé ses devoirs professionnels, le juge, dans sa vie privée, peut faire ce qu'il voudrait comme n'importe quel citoyen. Ici, Livatino introduit une distinction importante entre ce qui relève de la vie personnelle et privée et ce qui concerne sa vie de relation, c'est-à-dire les relations avec l'environnement social dans lequel il vit. C'est la vie de relation et c'est dans cette vie qu'il doit offrir une image crédible. Et c'est dans sa vie de magistrat qu'il nous offre son indication la plus lumineuse, avec des termes précis qu'il vaut la peine de rappeler. Il ne s'agit pas de se présenter en tant que personne austère ou sévère, dit-il, ou bien d'avoir une rigueur morale inaccessible, mais de se montrer en tant que personne équilibrée et responsable, comme personne compréhensive, humaine, capable de condamner, mais aussi de comprendre. Parce que c'est uniquement si le juge réalise en lui-même ces conditions que la société peut accepter qu'il ait sur les autres un pouvoir aussi grand que celui qu'il possède. Celui qui demande la justice doit pouvoir croire que ses raisons seront entendues avec attention et sérieux, que le juge pourra recevoir et prendre pour lui-même ses raisons et les défendre face aux tous. Le juge Livatino était conscient du devoir qu'avait la magistrature, qui ne devait pas être abandonnée dans cet effort de crédibilité. La magistrature doit être aidée par les autres institutions qui doivent créer les conditions pour que cela soit possible. Tout d'abord, elle doit être aidée par le législateur parce que la magistrature, pour être fidèle à son devoir constitutionnel de fidélité à la loi et éviter des hésitations et des incertitudes, a besoin, dit-il, de disposer de normes cohérentes, claires et compréhensibles. Pour Livatino, reformuler la justice de manière subjective est la mission non pas de quelques magistrats, mais de tous et de l'opinion publique elle-même, parce qu'il dit retrouver le droit comme une référence unitaire de la vie collective dans une démocratie moderne ne peut pas être la mission uniquement d'une minorité, celle des magistrats. Il le disait en 1984 et nous pouvons comprendre combien ces paroles sont d'actualité encore aujourd'hui.
Alors, après avoir essayé d'éviter de m'approprier la pensée de Livatino, essayons de tirer quelques enseignements de son témoignage. Il me semble qu'il y a 3 points importants. Le premier, le problème de l'interprétation de la loi entre responsabilité sociale du magistrat et sa soumission à la loi, ou, de façon plus générale, son impartialité. Deuxième point, le problème de la crédibilité du magistrat dans la crise de réputation des institutions, dans le rapport des unes avec les autres et face à la société. Et troisième point, le dialogue nécessaire entre les institutions. Le point de départ, le rapport est devenu important entre l'impartialité et l'interprétation. En effet, aujourd'hui plus que jamais, il faut lire le principe d'impartialité dans la perspective de l'interprétation de la loi. Le long de cette ligne se développe la crise actuelle entre politique et magistrature. La politique semble accuser la magistrature de ne pas être impartiale dans son interprétation de la loi et même de se rebeller contre celle-ci à travers des interprétations créatives. Et la magistrature est attaquée par la politique, se voit attaquée par la politique dans sa liberté d'interpréter, qui est la première garantie de son impartialité. Et avec des réformes sur le droit constitutionnel. Il s'agit de tensions qui ne doivent pas nous étonner et qui viennent d'un contexte historique dans lequel le monde du droit a atteint des niveaux de complexité inimaginables. La norme que l'on peut appliquer au cas concret est toujours plus difficile à saisir parce que les sources mêmes sont toujours plus nombreuses, pas toujours coordonnées, et il y a différents niveaux au niveau de l'État, au niveau international. Et donc la magistrature doit évoluer entre le droit régional, public, conventionnel et l'Union européenne, les sentences de la Cour européenne des droits de l'homme, de la Cour de justice de l'Union européenne, de la Cour constitutionnelle, et donc il est toujours plus complexe d'arriver à une unité et à des applications prévisibles. Cela encourage bien entendu un certain activisme judiciaire et rend de toujours plus difficile la séparation entre les différents pouvoirs. Donc, le développement de tensions ne doit pas nous surprendre parce que, le disait Montesquieu, celui qui possède le pouvoir est amené à en abuser. Et donc, il faut toujours un pouvoir qui entrave l'autre pouvoir. Et donc, il ne faut pas oublier que la question du rééquilibre des pouvoirs ne coïncide pas parfaitement avec le thème de la justice comprise comme service fonctionnel à la préservation des droits des personnes. Et le thème de la justice et donc des personnes devrait toujours être mis au centre et non pas celui du pouvoir. Et en ce sens, le témoignage de Livatino nous apprend beaucoup. Pour servir le mieux possible le citoyen, il faut dialoguer, il faut que les institutions dialoguent, il faut que l'institution et le citoyen dialoguent pour l'intérêt supérieur des personnes. Et pour que cela se fasse, il pourrait être utile de repenser de manière originale le rapport entre impartialité et interprétation, en partant de certaines considérations. La première, ça vaut pour les magistrats, c'est qu'on ne naît pas impartial, on le devient. L'impartialité n'est pas un état, c'est un processus. C'est une qualité qui doit être mûrie et perfectionnée dans l'interaction de tous les sujets impliqués, politique et magistrature. Donc, la magistrature ne doit pas voir l'impartialité uniquement comme un droit qu'elle a, mais aussi comme un devoir. Le devoir d'être et d'apparaître. Et Livatino nous le rappelait, d'être impartial dans l'interprétation. Cette apparence d'impartialité, il faut le rappeler, c'est une demande de la jurisprudence constitutionnelle et souveraine et nationale. Apparaître impartial, c'est-à-dire être perçu impartial par tous, signifie avoir une autorité dans les interprétations et, pour le dire comme Livatino, être crédible. Pour être crédible, il faut paraître imperméable aux influences extérieures, qu'elles soient idéologiques, générales, personnelles ou particulières.
Cette imperméabilité doit être considérée comme constitutive du fait d'être magistrat. La crédibilité dépend de certains facteurs particuliers, la préparation technique de celui qui interprète la loi, la solidité des arguments utilisés. Et cela se perfectionne avec l'expérience au fil des années, qui améliore la compréhension de l'homme et permettent de devenir, comme le voulait Livatino, des personnes capables de condamner, mais aussi de comprendre, d'être humaines. Il faut toujours se rappeler que le droit naturel n'accorde pas le pouvoir à un homme ou une femme de juger un autre homme ou une autre femme. C'est une nécessité qui est imposée par le droit positif pour garantir une vie commune sereine dans une communauté. Mais comme le disait Umberto Eco, le magistrat doit maintenir l'émerveillement et la soif de connaître. Ce n'est comme cela qu'il peut comprendre l'humanité qui se cache toujours derrière un cas concret. Toute personne qui est jugée a une histoire digne d'être comprise, quelque chose à expliquer, et pour un juge, c'est quelque chose à comprendre. Ce n'est que comme cela que les décisions pourront se stabiliser dans la jurisprudence et durer dans le temps entre les magistrats. Et tout cela, c'est la capacité d'interprétation de la magistrature selon la terminologie utilisée par Livatino. Pour que cela se fasse, il est nécessaire que tous les acteurs institutionnels coopèrent pour que ce résultat puisse être atteint. En particulier, il faut que la politique assure les conditions pour que l'impartialité des interprétations soit possible et qu'elle le voit comme un de ses devoirs constitutionnels. Cette responsabilité de la politique pour garantir l'impartialité se réalise avant tout à travers une technique législative adaptée. Il est nécessaire que le législateur évite des formations génériques pour déléguer aux magistrats des choix axiologiques que la justice ne peut pas réaliser. Il faut qu'il y ait une manière de légiférer qui tienne compte du système dans lequel les normes s'insèrent, avec la nécessité de respecter les droits fondamentaux voulus par la Constitution, de façon à diminuer le plus possible le contraste entre les sources législatives et constitutionnelles et entre les ordonnances internes et supranationales, avec les décisions que cela comporte. Il faut donc qu'il y ait une façon d'écrire les normes qui permettent la stabilité et la prévisibilité des décisions pour éviter le chaos de la succession des lois qui contiennent des disciplines souvent contradictoires entre elles. Mais la responsabilité de la politique se joue aussi sur un autre plan, celle d'agir en prenant en charge les missions que la Cour constitutionnelle lui confère et de garantir les ressources nécessaires à la justice. J'arrive vers la conclusion. Ce n'est que dans cette compréhension réciproque de la politique et de la magistrature de leurs missions respectives que l'on peut parvenir à des solutions qui tiennent compte du bien de ceux auxquels la justice est destinée. Comme le voulait le juge Livatino, le droit ainsi peut reprendre son rôle de référence unitaire de la vie commune. Cette récupération du sens des institutions, comprise comme conscience des limites du rôle conféré à chacun et du respect que chaque pouvoir doit avoir de l'autre, dans la perspective non pas de l'avantage personnel ou du groupe, mais des citoyens, cela semble être une mission difficile à la lumière des nombreux cas qui semblent démentir. Mais il faut que les difficultés et les échecs, qui font partie des limites de l'homme, ne nous fassent pas renoncer à cette mission aussi élevée, parce qu'elle fait partie de l'humanité de chacun et donc elle est à notre portée. L'exemple et le témoignage de Livatino nous le montrent. Les mains assassines qui ont voulu interrompre son parcours n'ont pas réussi à éteindre sa voix, qui nous parle encore aujourd'hui, nous l'avons entendu fortement. Elle parle à chacun de nous avec encore plus d'élan
à la lumière du sacrifice extrême qui l'a rendu encore plus crédible, pour utiliser le terme qu'il affectionnait tant. La mafia n'est pas invincible, disait Giovanni Falcone, c'est un fait humain et comme tous les faits humains, elle a eu un début et elle aura une fin. Il vaut mieux se rendre compte que c'est un phénomène extrêmement sérieux et grave. Ce sont toujours les paroles de juge de Giovanni Falcone et on peut le vaincre en engageant toutes les meilleures forces des institutions. Notre passé est riche du sacrifice extrême d'un nombre très élevé de magistrats. On en compte 27, parmi lesquels Livatino lui-même ont été tués par la criminalité, les mafias et des groupes terroristes de droite et de gauche. Mais aussi des personnes du monde institutionnel, des hommes politiques, par exemple Aldo Moro, Pierre Santi Mattarella ou Bachelet, des personnes qui ont jouer leur rôle dans leur sens le plus profond, qui était ouverte à la foi et qui avait compris que ce que pouvait signifier remplacer la haine par l'amour, la vengeance par le pardon, l'obscurité de Montalbano par la lumière et la solidarité, la violence par la miséricorde, comme nous l'a appris Jean-Paul II. Chacun d'entre eux représente la photographie du sacrifice d'une personne pour l'État. La démonstration que la démocratie ne se fait pas gratuitement, qu'on ne la trouve pas dans la nature. Il faut lutter, se sacrifier pour qu'elle puisse s'affirmer. Rosario Livatino, Bachelet, Aldo Moro, Mattarella sont tous des hommes libres et crédibles. C'est un grand héritage qui nous pousse à ne pas renoncer à chercher l'essentiel. Merci. Merci, Président Pinel, pour cette intervention. Voilà, nous pouvons conclure en disant ce qu'a dit le cardinal Pizzaballa en répondant à la question de Bernard Scholz le premier jour du meeting sur la douleur innocente des enfants. La justice n'a pas une réponse à toutes les questions, mais c'est une relation dans laquelle, la foi est une relation dans laquelle toutes les questions ont un espace. Je remercie encore tous ceux qui nous ont donné ces témoignages aujourd'hui et je vous rappelle que vous pouvez soutenir le meeting en donnant au point Dona Ora. Civiltà dell'amore, fratelli e sorelle, costruite senza stancarvi mai questa civiltà. Lavorate per questo, pregate per questo, soffrite per questo.